Voilà. Ça y est. Voilà. Voilà. Alors, j'aimerais que tout le monde se souvienne attentif, c'est bon? Alors, on poursuit le cours que l'on avait continué mardi, et on s'était arrêté avec cet exemple-là. Donc, c'était le paragraphe 2, je crois, réaction du support. Donc, dans un premier temps, j'ai insisté sur la notion elle-même. La notion de support, pour bien que ce soit clair que ce que j'appelle support, c'est ce qui est en dessous. Je pense que c'est une évidence, mais enfin, l'expérience a montré que parfois, quand je tenais le système comme ceci, on pensait qu'il était supporté. C'est vraiment par en dessous. Et globalement, on s'est à peu près arrêté là. Donc la question maintenant, c'est la suivante, c'est le support, il a quoi comme action? Ensuite, on verra comment on le met en forme avec les équations. Mais dans un premier temps, ce truc-là, qu'est-ce que ça a comme action? Je parle du support, donc de la règle, sur mon tampon effaceur. Oui. Alors, il pousse vers le haut. Pourquoi? Oui. Oui, on est d'accord. C'est-à-dire, comment est-ce que je sais déjà qu'il a une action? Oui. Parce que? Bah ouais. Et si j'ai pas la règle, la brosse, elle tombe. L'exemple le plus simple de support, c'est ce que je vous disais mardi. C'est vos chaises. Pardon? Ouais. Et, monsieur Wade? Et? Je suis d'accord avec vous, la règle n'est pas droite. Et effectivement, ça va avoir une importance. Mais quelle est la suite de ce que vous vouliez me dire? Voilà. Deuxième action. Effectivement, j'ai pas la règle. Mon tampon effaceur tombe. Comme si vous n'avez pas le siège, vous tomberiez par terre. Première action, c'est ce que disait votre camarade, c'est une action de maintien. C'est une action de support proprement dit. Et deuxième action, effectivement, c'est que je ne vais pas avoir que ça. Ici, je peux avoir ça aussi. Okay. Donc ma brosse, elle peut glisser sur le support. Et là, elle glisse plus. Pourquoi elle glisse plus? Oui. C'est-à-dire? Alors, qu'est-ce qui fait? Alors, déjà, qu'est-ce qui fait que la brosse, elle tomberait s'il n'y avait pas le support? Quelle est l'action qui s'exerce sur la brosse qui fait qu'elle tombe? Oui, donc ce qu'on a appelé mardi. Oui. Ouais, donc la force gravitationnelle, etc. Quel est le mot que j'ai utilisé mardi? Voilà, le poids. Hein, c'est la pesanteur, la gravitation. Vous aviez raison, hein, c'est bon, force gravitationnelle, ça me va bien, mais techniquement, c'est ce qu'on a appelé poids. Hein. Donc, là, ici, j'ai le poids. Qu'est-ce qui fait que mon tampon effaceur... Comment ça se fait qu'il ne glisse pas? D'habitude, il glisse. Ah, quand même. Voilà. Comment ça se fait que mon tampon effaceur glisse? Qu'est-ce qu'il fait glisser? Oui. Alors, il glisse parce que la surface est lisse. Mais qu'est-ce qu'il fait glisser? Oui. Et c'est toujours le poids. C'est toujours le poids qui fait que mon système glisse, parce que pour que mon système glisse, qu'on soit bien d'accord, il glisse effectivement parce que les deux surfaces sont lisses. Si je fais ça, il glisse plus. Alors, on va voir après derrière qu'est-ce que ça induit comme force supplémentaire. Mais le fait que ça glisse, ça lui permet de descendre. Mais ce qui le fait descendre, c'est son poids. Et en physique, on a toujours ce qu'on appelle des expériences de pensée. C'est-à-dire que quand on a une idée en tête
et qu'on n'a pas le matériel pour la réaliser, on s'imagine qu'on a le matériel. Et ça, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Alors, je vous dis ça pourquoi? Bien, imaginons que cette expérience, je la fasse dans la station spatiale, qui orbite là-haut, et qui est tellement loin de la Terre que la force de pesanteur y est complètement négligeable. Eh bien, si je mettais le tempo-effaceur sur la règle, ça ne glisserait pas. Ça ne glisserait pas, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui l'entraînerait vers le bas. Il ne suffit pas que les surfaces soient lisses, il faut qu'il y ait quelque chose qui le pousse vers le bas. Et à ce moment-là, le fait que les surfaces soient lisses fait que la force qui le pousse vers le bas peut se manifester. J'ai la même force, je n'ai pas de surface lisse, n'empêche que la force, elle continue à s'exercer. Et donc, dans ce sens-là, quelle est la force supplémentaire que je mets en évidence? Ah zut, je suis encore monté. Ça ici, qu'est-ce qui empêche mon tempo-effaceur de glisser? Ouais, alors le mot plus courant, un mot que vous connaissez tous, qui fait qu'un ballon de football, par exemple, s'arrête au bout d'une certaine distance quand il roule dans l'herbe. Ouais, mais laquelle? Oui? Eh ouais, les frottements. Ah, c'est ça l'idée. C'est ici, j'ai ma surface qui exerce des frottements là-dessus. Ces frottements sont beaucoup plus importants quand je suis sur une surface rêche que quand je suis sur une surface lisse. Mais là aussi, hein, les frottements s'exercent. J'aurais une surface parfaitement lisse, ça glisserait plus vite. Ce serait toujours la même force qui le fait tomber. Mais ça glisserait plus vite. D'accord? Alors, excusez-moi 30 secondes, pas un peu plus que 30 secondes. Voilà. Voilà. Bon. Alors, on revient. Hop. Si je résume tout ça, s'il vous plaît. C'est bon? Si je résume tout ça, en fait, le support va avoir deux actions. Une action de maintien, qui fait que l'objet ne va pas traverser, ne va pas tomber verticalement, et une action de frottement, qui fait que l'objet ne va pas glisser contre le support. Au niveau du cours, j'ai choisi de séparer ces deux actions en deux forces différentes. Vous avez des personnes qui les rassemblent elles-mêmes. Mademoiselle Tardy et sa voisine. J'aimerais vous voir attentive. Oui? Alors, les seuls objets qui ne sont pas attirés par... Mais je vais vous dire une évidence, c'est ceux dont la masse est nulle. Ce qui fait que dans l'univers, il n'y en a que deux. Il y a la lumière, qui est composée de petits corpuscules qu'on appelle photons, de masse nulle. Et puis, vous avez une force qui est à l'intérieur des noyaux atomiques, qui s'appelle l'interaction forte. On verra ça un petit peu en fin d'année. Et qui contient des particules qu'on appelle des gluons, qui ont une masse nulle aussi. Tout le reste, c'est sensible à l'interaction gravitationnelle. Plus ou moins, mais c'est sensible. Des questions? Alors, définition. L'action d'un support. L'action d'un support se divise en deux parties. L'action d'un support se divise en deux parties. Premièrement, une action de soutien. Une action de soutien appelée
action de soutien appelée réaction normale au support. Une action de soutien appelée réaction normale au support. On peut mettre que réaction normale. Une action de soutien appelée réaction normale au support. Je m'arrête 30 secondes sur enfin un peu plus que 30 secondes sur la définition, on va la continuer. Où est-ce qu'on a déjà vu ce mot normal en physique? Parce qu'il n'est pas au sens habituel, ce mot normal. Il a un sens précis que l'on a déjà vu dans un chapitre qui n'a strictement rien à voir avec ça. Oui? Voilà. Sur les lois de Descartes, il y avait la droite normale. Et la droite normale, je l'avais appelée normale, vous vous rappelez, parce qu'elle était perpendiculaire à la surface de séparation. En fait, le mot normal, c'était l'ancien nom du mot perpendiculaire, ou orthogonal. Donc là, c'est au sens identique. C'est-à-dire, la réaction normale, c'est parce que ça va être une réaction qui va être perpendiculaire au support. Donc, on continue. Donc, appeler réaction normale au support, dirigée perpendiculairement au support. À vous rappeler, une force, c'est 4 caractéristiques. Donc, dans ma définition, à faire les 4 caractéristiques. Oui, mademoiselle Saez, pardon. Donc, du début, premièrement, vous voulez dire la phrase d'en haut? Ah, d'accord. Donc, dirigée perpendiculairement au support. Dirigée perpendiculairement au support, vers le haut. Dirigée perpendiculairement au support, vers le haut. Elle s'applique sur toute la surface de contact. Elle s'applique sur toute la surface de contact entre le support et l'objet. Elle s'applique sur toute la surface de contact entre le support et l'objet. On modélise son point d'application. Elle s'applique sur toute la surface de contact entre le support et l'objet. On modélise son point d'application. Au centre de cette surface de contact. On modélise son point d'application au centre de cette surface de contact. On modélise son point d'application au centre de cette surface de contact. Elle est notée je ne m'embête pas, hein, je mets les deux initiales, RN, pour réaction normale. Elle est notée, donc cette action de soutien, elle est notée RN. Attention, hein, n'oubliez pas, c'est une force, donc c'est un vecteur. Son intensité est notée, là pareil, Rn. Son intensité, donc sa valeur numérique, est notée Rn. Son intensité est notée Rn. Et vous voyez ce coup-ci, hein, intensité, valeur numérique, je ne mets pas de flèche. Par contre, il n'y a pas de formule. Donc, contrairement au poids P égale mg, là, je n'ai pas moyen de vous le faire calculer directement. Alors, on verra, mais dans notre troisième chapitre, comment on fait pour calculer cette valeur-là. Donc ça, c'est premièrement une action de soutien que j'appelle réaction normale au support, etc., etc. Deuxièmement, une action de frottement. Donc deuxièmement, une action de frottement est-ce que j'ai besoin de vous faire écrire appeler force de frottement ou est-ce que ce sera évident? Appelez force de frottement, si vous préférez. Pour ceux qui ne veulent pas l'écrire, ce n'est pas la peine.
Donc, deuxièmement, une action de frottement, appelée force de frottement. Notez alors j'ai pris l'habitude de mettre un F minuscule. Toujours pareil, c'est une force, c'est un vecteur, je mets la flèche. Donc une action de frottement, appelée force de frottement, notez F, dirigée parallèlement au support. Dirigée parallèlement au support. En sens opposé, dirigée parallèlement au support. En sens opposé au mouvement éventuel. En sens opposé au mouvement éventuel. Elle s'applique, c'est la même phrase que dans le paragraphe précédent, elle s'applique sur toute la surface de contact. Elle s'applique sur toute la surface de contact support-objet. Elle s'applique sur toute la surface de contact support-objet. Sur toute la surface de contact support-objet. On modélise son point d'application. On modélise son point d'application au centre de cette surface. On modélise son point d'application au centre de cette surface. Alors, pour la valeur numérique de la réaction normale au support, il n'y a pas de formule. Pour la valeur numérique de la force de frottement, il y a trop de formules. Il y en a pratiquement un par cas particulier. Il y a des forces de frottement pour les frottements de la route sur la roue de la voiture. Il y a des formules pour les forces de frottement de l'air sur la carrosserie. Enfin, il y a plein de formules de force de frottement, ce qui fait que je ne vous en donne pas. Éventuellement, je vous en donnerai dans des cas particuliers, mais sur le principe, dans ce paragraphe, je ne vais pas vous en donner. Du coup, s'il n'y a pas de formule, qu'est-ce que je vais vous demander comme exercice? Ça va être les exercices les plus simples de ce paragraphe. Ça va être de dessiner. C'est-à-dire que, par exemple, un exercice typique là-dessus, ce serait, j'ai cette situation, représenter les forces qui s'exercent sur le tampon effaceur. Donc, représenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire dessiner les flèches correspondant aux forces qui s'exercent dessus. Donc, l'idée, qu'est-ce que ça donnerait? Ça correspond en fait au premier exercice que je vous ai mis sur la planche. C'est-à-dire que j'ai mon support, avec ici le sol. Là, j'ai le tampon effaceur. Et je veux représenter toutes les forces qui s'exercent sur ce tampon effaceur. Donc là, attention, il y a un petit piège. Il y a combien de forces? Oui. Alors, précisez. Et cette force-là, c'est laquelle? Voilà. Donc, que j'appelle moi le poids. Et la deuxième, ce serait quoi? Alors, pas seulement la force de frottement, toute l'action du support. Oui. Alors, en fonction de ce que vous me dites, soit je dis qu'il y a deux forces, l'action du support et le poids, soit je dis qu'il y a trois forces, le poids, la réaction normale et les forces de frottement. Moi, j'ai pris l'habitude de décomposer les deux actions du support, force de frottement, réaction normale, mais c'est vrai que sur le fond, c'est une habitude, c'est pas une obligation. Donc, sur principe, alors je termine, puis je vous donne la parole après. Sur principe, il suffira juste de faire la liste des forces et puis de les dessiner sans idée d'échelle, mais par contre de les dessiner correctement. Oui, monsieur? Ah, alors, cette histoire de mouvement. Vous avez remarqué ce que je vous ai fait noter pour les forces de frottement? Je n'ai pas parlé de mouvement. J'ai parlé de mouvement éventuel.
Est-ce qu'il y a une force de frottement sur le tampon effaceur? Oui, monsieur Sen? Oui, on est d'accord. Il y a une force de frottement qui empêche le mouvement. Elle est suffisamment forte pour contrebalancer l'effet du poids, et cette force de frottement empêche le mouvement. C'est pour ça que j'ai parlé de mouvement éventuel. C'est-à-dire que si je suis comme ça, j'ai une force de frottement qui s'exerce et qui ralentit mon tampon effaceur, mais qui n'empêche pas d'avancer. Et si je me mets là, elle ralentit tellement le tampon effaceur que ça bloque le mouvement. Et donc l'idée, c'est que je m'oppose à ce mouvement éventuel. C'est-à-dire qu'une force de frottement, ça va toujours en sens inverse du mouvement. Si à un moment, vous avez un doute là-dessus, l'expérience est simple, hein. Vous prenez votre main, vous appuyez sur la table et vous faites bouger la main. Et si vous appuyez un peu fort sur la table, vous allez voir, vous allez sentir ce que j'appelle les forces de frottement. Ça se voit bien que ça empêche la main de glisser et que vous avez la peau qui va en sens inverse. Donc les forces de frottement, c'est assez facile pour les étudier. Alors, maintenant, ouais, ça marche, hein, vous avez vu? On met la main, on tire, ça se voit. Et si vous faites ça un peu rapidement, hein, on voit bien qu'il y a une résistance, on voit bien que la peau se déforme dans le sens inverse. Voilà. Et si vous faites ça comme M. Martineau un peu rapidement, mais que vous le faites en appuyant bien, vous allez voir que ça brûle. Donc, n'allez pas jusqu'à vous brûler complètement non plus. Donc, les forces ici, je fais un petit listing. Le poids, que je représente par le vecteur P. Alors, vous allez faire le dessin, mais je vais vous laisser 5 minutes après. Je voudrais que vous preniez le dessin complet. La réaction normale, Rn, et puis les frottements, petit f. Et après, je les dessine. Et pour les dessiner, il faut bien avoir en tête les caractéristiques que je vous ai données. Le poids P, dirigé verticalement vers le bas. Le point d'application, c'est le milieu de l'objet. Donc ici, j'ai mon objet. Le milieu de l'objet est à peu près là. Un poids P vertical dirigé vers le bas, ça fait à peu près ça. Et je vous rappelle, je fais un schéma sans idée d'échelle, donc finalement, la longueur du vecteur, je m'en moque un peu. Deuxième force, réaction normale au support. Dirigée perpendiculairement au support, vers le haut. Donc ça va me faire un truc comme ça. Le point d'application, c'est le milieu de la surface de contact entre le support et l'objet. Bon, ben, la surface de contact entre le support et l'objet, c'est clair, c'est ça. Et ben voilà ma surface de contact. Le milieu de la surface de contact, c'est à peu près par là. Donc, je me mets perpendiculaire au support vers le haut. Je vais avoir une force qui va être à peu près comme ça. Troisième force, les forces de frottement, dirigées parallèlement au support, en sens opposé au mouvement, et à partir finalement du même point d'application que la réaction normale. Donc, parallèle au support, ça va être comme ça. En sens opposé au mouvement éventuel, ben, c'est clair, mon objet, de toute manière, spontanément, il descendrait. Donc, ma force de frottement, elle est vers le haut. Bref, petit f, ça me donne ça. Voilà. Avez-vous des questions sur l'idée? Non? Vous me faites le dessin?
Je suis un petit peu sur la même idée que ce que je vous avais dit pour les atomes au sujet de l'utilisation d'un... Ça y est, j'ai oublié. Ah, yo. Ah, merci. Vous n'êtes pas obligé de faire les traits à la règle. Si vous me faites ça à main levée et que vous me le faites correctement, ça va bien. Oui? Pardon? Force. D'ailleurs, je peux mettre un S, il y en a 3. Chut. S'il vous plaît. À titre personnel, je trouve que ça ne fait pas des exercices très compliqués. Par contre, je vous l'ai annoncé, on passe maintenant au compliqué. Faut aussi un peu compliqué, monsieur Martineau, sinon c'est pas intéressant. Donc c'est notre troisième force, celle que j'ai appelée, enfin celle que j'appelle l'interaction gravitationnelle. Tous ceux qui m'ont parlé plusieurs fois de gravitation, de gravité, etc., vous allez voir ce que c'est pour de vrai. Est-ce que tout le monde a fini le dessin? Je peux effacer? Chut. Je vous trouve facilement distrait. Faites un effort. Alors, je répète, on est sur le point que je pense être le plus compliqué, mais comme je vous ai dit mardi, compliqué, ça ne veut pas dire infaisable. Ça veut juste dire que ce sera plus compliqué que le reste. Ce que je pense être le plus simple, c'est de faire un petit peu comme on a fait sur les règles de police, c'est-à-dire que je vous fais écrire la définition et ensuite on explique. Donc, définition. Et tout le monde y est? Allez, dépêchez-vous les derniers là. Allons-y. L'interaction gravitationnelle. Donc, définition. L'interaction gravitationnelle s'exerce. L'interaction gravitationnelle s'exerce sur tous les objets. L'interaction gravitationnelle s'exerce sur tous les objets qui ont une masse. S'exerce sur tous les objets qui ont une masse. Elle est aussi, s'exerce sur tous les objets qui ont une masse, elle est aussi exercée par tous les objets qui ont une masse. Elle est aussi exercée par tous les objets qui ont une masse. Elle est aussi exercée par tous les objets qui ont une masse. Oui, mais j'ai fait répéter 2 fois le même bout de phrase. Mais attention, monsieur Wade, c'est fait exprès, hein. Faut pas couper ça. Ça a une signification et je vous l'ai dit, on va le voir juste après. La force exercée. La force exercée. Oui, on va jusqu'à la formule. La force exercée par un corps, alors j'ai noté A majuscule. La force exercée
par un corps A majuscule. Sur un corps B majuscule. La force exercée par un corps A sur un corps B, donc en lettres majuscules, s'écrit la force exercée par un corps A majuscule sur un corps B majuscule, s'écrit sous la forme et donc vous allez voir tout de suite pourquoi je vous dis que c'est la partie la plus compliquée. Voilà, vous me recopiez ça. Alors, vous affolez pas, c'est comme pour vos camarades des années précédentes, la première fois qu'on voit ça, c'est oulala, qu'est-ce que ça va être? Mais quelque part, rappelez-vous votre réflexe quand on a fait les règles de Pauli, c'était pareil, oulala, qu'est-ce que ça va être? Et finalement, si on faisait que des règles de Pauli dans un contrôle, vous seriez content. Je dis pas que ça va être aussi simple que les règles de Pauli. Mais enfin, c'est moins compliqué que ce qu'on en a l'air. Alors, la fin de la définition, ça va être bien sûr l'explication de chacun de ces termes. J'ai bien mis en évidence les points de manière à ce que ce soit bien clair pour tout le monde que j'ai des multiplications un peu partout. Hein. N'oubliez pas le moins qui est ici. Hein. Alors, Monsieur Martineau, c'est là que ça se passe. Je pense qu'il y a quand même des choses que vous aviez devinées facilement. MA et MB, qu'est-ce que ça peut être? Voilà, c'est la masse. Donc, MA et MB. Je vous trouve à la fois inattentif et pour certains carrément bruyant. Monsieur Martineau. Donc, masse de A et B, je vous demande de faire attention, comme pour le poids, en kilogrammes. Donc, les masses doivent être en kilogrammes. Donc, c'est les bonnes unités, c'est le kilogramme. Contrairement à la chimie, on pouvait jouer sur les grammes et le kilogramme. En physique, c'est que des kilogrammes. Mais quelque part, en dehors de très rares exercices, les masses, de toute manière, je vous les donnerai en kilogrammes parce qu'on va surtout travailler avec des planètes. Ça aussi, je pense que c'est assez facile. Ouais, entre quoi et quoi? Voilà. Alors, par contre, et ça, je vais vous faire le noter parce que c'est important, c'est la distance entre le centre de A et le centre de B. Donc, la distance qui est ici, c'est celle-là. C'est pas de surface à surface, c'est de centre à centre. Et donc, je vous demande de le noter. D indice AB. Donc, D indice AB, sans le carré. Hein. Distance entre le centre de A et le centre de B. Donc, mon D de AB, là, notez-le bien. Distance entre le centre de A et le centre de B. Distance entre le centre de A et le centre de B. Et comme toutes les distances, en mètres. Mon vecteur ici, bah ça c'est facile, puisque c'est ce que je vous ai fait écrire dans la définition. C'est la force exercée par A sur B. Attention, j'insiste bien, la force exercée par A sur B. C'est pour ça que j'ai mis un petit trait de fraction ici, pour que ce soit bien clair que c'est sur B. Qu'est-ce que ça sous-entend quand je vous fais ça? Force exercée par A sur B en insistant par A sur B. Oui? Eh bien oui, c'est qu'aussi j'aurai la force exercée par B sur A, et qu'il ne va pas falloir confondre les deux.
Donc, force exercée par A sur B. Ensuite, lui. Donc, vecteur U indice AB. Pareil, ça, vous me l'écrivez bien. Donc, vecteur U indice AB. Vecteur unitaire. Donc, vecteur U indice AB. Vecteur unitaire dirigé de A vers B. Vecteur unitaire dirigé de A vers B. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire vecteur unitaire? Que je pense que dirigé de A vers B, oui, presque. Ouais, et donc combien en chiffres? 10. Voilà. Une unité, c'est le vecteur unitaire, c'est le vecteur 1. Je pense que vous l'avez déjà vu en maths, mais je ne suis pas sûr. Dans les repères orthonormés, vous savez, OXY, ça. Est-ce que ça vous est pas arrivé de temps en temps de mettre ici un vecteur I et ici un vecteur J? Vous avez jamais fait ça, les vecteurs I et J? Non? Bon, alors ceux qui n'ont jamais fait ça, laissez tomber. Pour ceux qui l'ont fait, les vecteurs I et J, justement, c'est les vecteurs qui valent 1. C'est les vecteurs qu'on met pour définir l'échelle. Mais bon, si vous ne l'avez pas fait, je ne vais pas vous embêter avec ça. Ce qui est important, c'est qu'il vaut 1. C'est-à-dire que quand je vais calculer la valeur de la force, lui, il n'interviendra pas. Dernier terme, lui. Alors, pareil, vous notez constante de gravitation universelle. Le grand G. Attention, hein, c'est un grand G. Donc ne me confondez pas avec le petit G du poids. Alors, c'est un G. Le moins, je vais vous expliquer après. Donc, grand G, constante de gravitation universelle. Constante de gravitation universelle, dont la valeur, constante de gravitation universelle, dont la valeur vaut. Donc, je l'ai mise ici. Alors, attention, je n'ai pas fini. Donc, ne l'écrivez pas tout de suite. Donc, constante de gravitation universelle. Déjà, une explication du terme. Constante, parce que c'est toujours la même valeur, 6,67 10-11. De gravitation, ça, c'est pas compliqué. Hein. On est dans le chapitre interaction gravitationnelle. Universelle, c'est parce que jusqu'à présent, on suppose que sa valeur, elle est vraie ici, comme dans les systèmes planétaires qui sont à 10 milliards d'années-lumière. Donc, on a à peu près, on suppose en physique que cette interaction gravitationnelle, c'est la même constante partout. Allez pas vous embêter trop sur sa signification, c'est juste une constante de proportion. La personne qui a finalisé cette formule, c'est M. Newton. Et M. Newton, dans son idée, il a dit que l'interaction gravitationnelle était proportionnelle aux masses, donc ce que vous avez par la multiplication qui est ici. Et il s'est aperçu en faisant des calculs, et puis lui, il travaille beaucoup en faisant des schémas, il s'est aperçu en faisant des schémas qu'elle était inversement proportionnelle au carré de la distance. Proportionnelle aux masses, inversement proportionnelle, dedans, il y a le terme proportionnel. Et ça, c'est ni plus ni moins que la constante de proportion, hein. C'est tout. Mais comme souvent en physique, une constante de proportion, ça a des unités. C'est pour ça que je vous dis que je n'avais pas tout à fait fini. La valeur, ce sera toujours 6,67 10-11. Et, je le répète, ce n'est pas une valeur que vous êtes obligé de savoir par cœur. À chaque fois, dans les devoirs, je vous la reformulerai. Mais les unités, c'est des newtons, c'est des kilogrammes, moins 2, et c'est des mètres carrés. Après, c'est comme quand je vous mettais des unités en mètres secondes moins 2 pour petit g ou en mètres secondes moins 1 pour la vitesse. Ce qui est important, ce n'est pas les unités. Ce qui est important, c'est la valeur. C'est ça que vous allez rentrer dans votre calculatrice. Oui?
Ah, alors, pour trouver les unités, c'est facile, je prends G. À la fin, c'est des newtons, puisque c'est une force. Donc, comme ici, je multiplie par des masses, bah pour compenser, je divise par des masses. Et comme ici, je divise par une distance, pour compenser, je multiplie par une distance au carré. Vous voyez ? C'est des newtons kilogramme moins 2 fois des mètres carrés. Après, je répète, vous embêtez pas, ce qui est important, c'est d'avoir 6,67 10 moins 11 pour faire les calculs. Hein. Oui ? Chut, s'il vous plaît. C'est des newtons kilogramme moins 2 mètres carrés. Donc, si vous préférez, pour reprendre ce que vous avez l'habitude, c'est des newtons mètres carrés par kilogramme carré. Donc, on pourrait écrire comme ça. Si vous préférez. Voilà. Alors, deux choses. La première, je vous rappelle, parce que vous n'êtes pas tout à fait tous à l'aise en maths, que ça, c'est un vecteur. Ça veut dire qu'un vecteur n'a jamais de valeur numérique. Un vecteur, c'est une flèche. Une flèche, ça n'a pas de valeur numérique. Ça a une longueur. Mais une flèche, ce n'est pas une valeur numérique. C'est une flèche. Donc, un vecteur ne peut pas être négatif ou positif. Le moins, il a une autre signification. La formule qui va nous permettre de faire des calculs, et on va en faire plein, mais ça, vous le savez, hein, la formule qui va permettre de faire des calculs, on va la voir après. Ce n'est pas celle-là. Ce sera une autre un peu plus simple. Cette formule-là, elle va nous servir à faire comme dans le paragraphe précédent. Cette formule-là, elle est là pour que vous fassiez un dessin de flèche. Comme tout à l'heure, on a dessiné le poids, on a dessiné l'action de normale au support. Laissez donc cet ordinateur tranquille. Là, ici, je vais vous demander tout simplement de dessiner cette force. Alors, même chose que pour le poids, la réaction normale au support et les forces de frottement, je ne me préoccupe pas de la longueur des vecteurs. J'essaie juste d'être un petit peu logique. Monsieur Wade, mademoiselle Saïs, est-ce que j'ai votre attention? Il ne me semblait pas être tout à fait le cas. C'est bon? Attention, ça va être un peu compliqué. Donc, il faut être concentré. Je veux dessiner la force. Première chose importante, et c'est pour ça que j'ai insisté dessus, je vous l'ai fait écrire, c'est la force exercée par A sur B. Donc, comme la force est exercée sur B, ma flèche, elle sera sur B. C'est donné dans le nom. Autrement dit, la flèche ici, elle va démarrer de là. Ça va, ça c'est clair pour tout le monde? Ensuite, tout ça, et on va le voir tout à l'heure, en détail, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, je vais faire que le dessin. Tout ça, finalement, même si ça a l'air compliqué, c'est un nombre. C'est quelque chose que je calculerai quand j'aurai les masses, quand j'aurai les distances, etc. Mais c'est un nombre. Par exemple, ça peut être 3, ça peut être 5, ça peut être 0,25. Mais c'est un nombre. Ce qui veut dire que ce truc-là, je pourrais le réécrire. Où est-ce que je vais vous mettre ça? Là. Ce truc-là, je pourrais très bien l'écrire sous cette forme-là. Comment je vais l'écrire? Où x, ce serait la valeur numérique que l'on a calculée. 3, 5, 7, etc. Pour vous ramener à des choses que vous avez vues en maths, vous vous rappelez ce genre d'égalité-là, où on écrit, je ne sais pas moi, vecteur mn égale à 3 fois le vecteur AB. C'est des trucs que vous avez déjà vus, ça. Qu'est-ce que ça veut dire que le vecteur mn est égal à 3 fois le vecteur AB sur mes deux vecteurs? Oui. Voilà. J'ai mn égale 3 fois AB, ça veut dire que mn est 3 fois plus grand que AB, mais ça veut dire que les deux flèches ont la même direction et le même sens. Ça va, ça c'est clair pour tout le monde? Imaginez que j'ai ça, que j'ai mn égale moins 2 fois AB. Le moins, il est là pour dire quoi?
Ouais, ça va dans l'autre sens. Eh bien, ce moins-là, c'est le même que celui-là. C'est-à-dire que c'est le même que celui-là. C'est-à-dire que mon moins, il n'est pas là pour la valeur numérique. Mon moins, il est là pour vous dire que ce vecteur et ce vecteur, ils sont de sens opposé. Donc, mon vecteur force et mon vecteur unitaire sont proportionnels avec un coefficient de proportion qui peut être très grand, je m'en moque, mais un coefficient de proportion qui est négatif. Donc, ça veut dire que mes deux vecteurs, ils ont la même direction, mais ils sont de sens opposé. Mon vecteur UAB, je le connais. C'est le vecteur unitaire dirigé de A vers B. Donc, le vecteur UAB, c'est lui. Vecteur unitaire dirigé de A vers B. Donc, mon vecteur UAB, il a cette tête-là. Et puis, sa taille vaut 1. Mais comme je vous l'ai dit, je ne m'embête pas trop avec la taille. Deuxième petite chose qui est importante aussi sur vos vecteurs. Vous vous rappelez, le vecteur, il est défini par sa direction, son sens et puis sa longueur. Mais une fois qu'on l'a dessiné, on peut le dessiner où on veut. Je garderai mon même vecteur si je le dessine toujours avec la même direction, toujours avec le même sens et toujours avec la même longueur. Mais je peux le dessiner à partir du point que je veux. Ça ne change rien. Donc mon vecteur UAB que j'ai dessiné ici, si je le dessine ici, avec la même direction, la même longueur et le même sens, bah c'est le même vecteur. Ça, tout le monde s'en souvient? Alors, pourquoi je vous fais ça? Bah parce qu'on a quasiment fini. J'ai mon vecteur UAB qui est ici. Et je vous dis que le vecteur force est en sens inverse du vecteur UAB. Bah comme le vecteur UAB est dirigé de A vers B, bah mon vecteur force, il va être en sens opposé. Il va être dirigé de B vers A. C'est-à-dire, en sens inverse de ce truc-là, mon vecteur force, ça va tout simplement être ça. Au niveau de la taille, comme je vous le disais, je m'en moque, on ne fait pas de schéma à l'échelle. Par contre, j'essaye d'être un peu logique. Comme on va travailler beaucoup sur des planètes ou des choses comme ça, la plupart du temps, ma valeur de force sera supérieure à 1. Donc je dessine quelque chose qui est plus grand que mon vecteur UAB. De combien de fois il est plus grand? Je vous l'ai dit, je m'en moque. Mais plus grand, parce que ça paraît être logique. Est-ce que vous avez des questions sur la méthode? Est-ce que vous saurez refaire? Parce que c'est ça l'idée. Allez, vous me faites le dessin. Donc vous me faites ça. Essayez de me faire un beau dessin parce que je vais le réutiliser tout à l'heure. Donc on va rajouter d'autres choses. Donc faites-moi pas un dessin trop petit. Quand je dis trop petit, c'est pas un truc qui fait 2 cm. Non, ça ira très bien. Mais on a tout à l'heure, vous êtes pas bien. Vous n'embêtez pas, il faut pas.
Monsieur Martineau, s'il vous plaît. Ça? C'est bon, tout le monde y est? Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu l'idée, d'ici 5 minutes, on va voir comment on fait les calculs. Mais quelques remarques par rapport à la définition et quelques remarques par rapport à ce qu'on vient de faire. Si ma force est dessinée comme ceci, quel va être son effet? Qu'est-ce qui va se passer pour mon corps B s'il est soumis à une force comme ceci? Voilà. L'idée du corps B, alors je vais être un petit peu plus précis, monsieur Martineau, mais c'est ça l'idée. Qu'est-ce qui va se passer quand j'ai cette force-là? Ben, mon corps B va se déplacer vers A. C'est ça l'idée, hein. Ça veut dire que l'interaction gravitationnelle est systématiquement une force attractive. Son effet, ce sera toujours d'attirer un objet vers un autre. Je reviens maintenant sur... Alors, d'abord, Mademoiselle Mazota, quelle est votre question? Non? Alors, soyez attentifs. Alors, déjà une première chose. La formule qui est ici, on va utiliser que celle-là. Techniquement parlant, ce n'est pas la formule de base. Il y a une formule plus compliquée encore qui permet de faire ce calcul-là. Ce calcul-là, normalement, est réservé uniquement, c'est pour ça que j'ai dessiné comme ça, au corps sphérique. Comme nous, de toute manière, on n'a que cette formule-là, même si le corps est cubique, on utilisera ça. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose plus importante, ce que je vous ai fait noter avant la formule. L'interaction gravitationnelle s'exerce sur tout objet qui a une masse. Mais ça, je pense que c'est logique, vous le saviez. L'interaction gravitationnelle est exercée par tout objet qui a une masse. Autrement dit, nous, on fabrique une interaction gravitationnelle qui va attirer tous les objets qui sont autour de nous. La force existe. C'est-à-dire que je suis là, je suis un petit peu comme en aimant, je vais attirer tous les objets qui sont autour de moi, comme vous. Sauf que quand on fait le calcul, et vous allez faire le calcul tout à l'heure, on s'aperçoit que cette force qu'on exerce sur les objets qui nous entourent est d'entre 10 puissance moins 7 newtons et 10 puissance moins 10 moins 12 newtons. Autrement dit, c'est une force qui est très, très, très faible. Je vous rappelle que votre poids, en gros, c'est 500 newtons. Et là, l'interaction qu'on exerce sur tous les objets, on est de l'ordre de 10 puissance moins 7, 10 puissance moins 8, 10 puissance moins 10 newtons. Donc, on est sur des choses qui sont des milliards de fois plus petites que notre poids. La force existe, mais cette force ne se manifeste pas parce qu'elle n'est pas assez importante. Mais elle existe quand même. Là où elle va se manifester, c'est par exemple dans l'espace. C'est-à-dire que, pour faire un peu rapide, mais c'est vrai aussi, je mets mon stylo ici, je suis à côté, le stylo, je l'attire. Mais le stylo est attiré par la Terre avec une force qui fait de l'ordre d'une, enfin, 1 newton à peu près, et le stylo est attiré par moi avec une force qui fait une dizaine, enfin 10 puissance moins 10 newtons. Ma force, elle est complètement négligeable par rapport au poids du stylo. Soyez attentif. Donc la force existe partout. Si je suis dans l'espace, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de poids. Si je suis dans l'espace et qu'il y a ça à côté de moi, petit à petit, il va venir vers moi. Systématiquement. Parce qu'il y a une force qui sera très petite, mais comme il n'y aura que ça, donc c'est exercé sur tout objet qui a une masse et c'est exercé par tout objet qui a une masse. Des questions sur cette partie-là? Alors, la formule. Ben, on est bien d'accord, la formule ne concerne que l'intensité de la force. Et donc, je vous rappelle que l'intensité de la force, je l'écris sans le vecteur. Je vais vous mettre ça. Hop, on enlève ça. Donc, vous mettez ça en propriété. Donc, l'intensité de la force gravitationnelle, donc propriété, l'intensité de la force gravitationnelle, .
se calcule avec la relation. L'intensité de la force gravitationnelle se calcule avec la relation. Oui. L'intensité de la force gravitationnelle se calcule avec la relation, ou avec la formule si vous préférez. Donc c'est celle-là. On retrouve quasiment la même. Par contre, et tout le monde y est, on retrouve quasiment la même. Qu'est-ce que j'ai comme différence? Comme différence, j'ai plus le vecteur UAB. Mais ça, c'est normal, je vous ai dit que c'est un vecteur qui valait 1. Donc s'il vaut 1, ce n'est pas la peine de l'écrire. Et puis vous avez remarqué, et là je vous demande de bien faire attention parce que c'est des erreurs que je retrouve de temps en temps, j'ai enlevé le moins. Et pourquoi j'ai enlevé le moins? J'ai enlevé le moins parce que je vous ai fait écrire dans notre premier paragraphe que la valeur d'une force est toujours positive. Si elle est toujours positive, je ne peux pas avoir le moins. Donc le moins que j'avais dans ma formule précédente, et j'ai insisté dessus et je réinsiste dessus, il est là uniquement pour dire que le vecteur force et le vecteur UAB sont de sens opposé. Il n'est pas là pour être dans l'application. Alors, concrètement dans les exercices, vous allez voir 3 types de questions. C'est-à-dire que je vous donne les masses et la distance et je vous demande de me calculer la force, calculer l'intensité de la force gravitationnelle exercée, etc. Ici, j'espère qu'on est bien d'accord que les deux masses A et B jouent le même rôle. Donc le deuxième type de question, la deuxième formule, c'est calculer la masse. Et la troisième type de question, c'est calculer la distance. Donc on a une formule, et je dirais quelque part, c'est comme les autres fois, on a 3 formes. Même si la formule est un peu plus compliquée, de toute manière, on n'a que 3 formes et on n'aura que 3 types de questions. La deuxième forme, une fois que j'ai ça, j'isole la masse MA. Donc la deuxième forme de la formule, c'est MA égale, je vais passer ça de l'autre côté, c'est-à-dire force exercée par A sur B, je multiplie la distance AB au carré, que divise G et MB. Voilà la deuxième forme de la formule. C'est elle qui me permet de calculer une masse. Calculer la masse de la planète, etc., etc. Oui? Pour MB, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je mets QMA, c'est parce que comme c'est vous qui choisirez. Ensuite, pour la distance, ça va être plus compliqué, parce que regardez ma formule. Ma distance, elle est au carré. Chut, Monsieur Martineau et son voisin. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour enlever un carré? Qu'est-ce que j'utilise? Voilà, la racine carrée. Et donc, ma troisième forme de formule, c'est distance égale racine carrée de, je prends ça et j'ai la distance, c'est-à-dire G fois MA fois MB sur la force. À mon sens, les exercices ne vont pas être plus compliqués que les autres. J'ai 3 formes de formules, choisis la bonne. C'est la calculatrice qui va être plus compliquée. Il va falloir rentrer tout ça dans votre calculatrice, sans faire d'erreur d'inattention. Avant de passer aux exercices, 2 petites remarques. Oui, monsieur Roux? Ouais. Voilà, je vous donnerai G, mais ça c'est une constante. Je vous donnerai les 2 masses et je vous donnerai la force. Ouais. Calculez la distance qu'il y a entre la Terre et la Lune, sachant que la masse de la Terre s'étend, la masse de la Lune s'étend, et que la force qui s'exerce l'une sur l'autre vaut. Ouais. À chaque fois, je vous donnerai tout ce qui vous manque, quoi.
pour cette formule-là, vos camarades des années précédentes, et même encore pour quelques-uns en terminale, font deux grosses erreurs. Mais quand je dis deux grosses erreurs, si j'en crois les classes que j'ai eues l'année dernière, c'est 99%. C'est-à-dire, il y a un élève l'année dernière, sur les deux terminales, les 2 secondes que j'avais, qui n'a pas fait l'erreur au cours des différents exercices. La première erreur vraiment importante, c'est les unités. Parce qu'on va travailler essentiellement avec des choses qui sont en astronomie. Je vous donnerai les unités en kilomètres. Il ne faudra surtout pas oublier de les mettre en mètres. C'est important, il y a un facteur 1000 entre les deux. Donc la première erreur, c'est les unités. La deuxième grosse erreur, un peu moins fréquente, mais quand même importante aussi, c'est lui. C'est-à-dire que vos camarades des années précédentes m'écrivent bien la formule parce qu'ils l'ont appris, ils ont bien fait leur cours, il n'y a pas de problème. C'est sur la calculatrice. Il y a tellement de choses à mettre sur la calculatrice que beaucoup oubliaient de le mettre au carré. Et donc ça, c'est 2 erreurs classiques que j'aimerais que vous ne fassiez pas. Mais bon, comme je l'ai dit, la même chose l'année dernière. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous me faites l'exercice, je crois que c'est le grand 2 de la planche que je vous ai donnée. C'est ça. C'est l'exercice grand 2. Attention, 5 questions. C'est d'application directe, hein, donc vous embêtez pas. Est-ce qu'il va falloir que je sois désagréable? Si l'application directe des formules, finalement, la seule question que vous avez à vous poser, c'est, dans ma question, qu'est-ce qui représente A, qu'est-ce qui représente B, et ainsi de suite. C'est ça, voilà. Donc le 2. Non, attention. La planche sur une force. Voilà. Vous avez toutes les valeurs numériques dont vous avez besoin dans la deuxième colonne, là, tout à la fin des exercices. À la masse du soleil, la masse de la Terre, la différence Terre-Soleil, etc. C'est vraiment de l'application directe de ces formules. Oui. Comme à chaque fois. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué que quand on a fait des égalités. Oh. Non, c'est pas ça. C'est celle-là. Regardez, ça fait d'accord, c'est le mouvement. Moi, je ne sais pas. L'autre, ah, 6,67, je le réécris dans le tableau. Je vous réécris Granger. Voilà. Je ne vous mets pas les unités pour bien que ce soit clair que finalement, c'est la valeur qui est importante, même si les unités sont compliquées. De toute manière, c'est 6,67 10-11. Ah, une petite remarque. Pour ceux qui ont des Casio, mais c'est peut-être vrai pour d'autres, mais c'est pour les Casio. J'ai remarqué qu'il y avait un mode quotient dans les Casio
Et j'ai remarqué, ne serait-ce qu'encore la semaine dernière avec d'autres de vos camarades, que le mode quotient dans les Casio, parfois ça vous donnait un résultat qui n'était pas bon. Donc je vous recommande, sans que ce soit une obligation en fait, comme vous voulez, hein, mais je vous recommande de faire une division toute simple. N'utilisez pas le mode quotient. Il y avait un problème. Et vous avez dit, c'est vraiment l'erreur. Alors, monsieur Martin, je ne sais pas sur la tête. Alors, je vais vous dire pourquoi. Je me suis aperçu que quand les élèves l'écrivaient d'abord avec et ensuite on mettait sur la tête, il y avait moins d'erreurs de grammaire. Vous avez dit d'abord le devoir.
Ouais, ben, vous êtes dans le cadre. Je ne vois pas l'erreur. Votre machine a un problème dans la gestion. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que plusieurs fois c'est arrivé. Là, techniquement parlant, vous avez fait une erreur. En fait, le résultat qui est la base est appuyé, c'est pas bon. Donc, évitez de faire. Laissez la gestion. Alors, c'est tout ce qui est en tête. Les uns derrière les autres. Avec. Ah oui, bien sûr. J'arrive. Oui, allez. Ah, ça pensait. Ah oui, c'est pour ça. Ah, voilà, c'est bien. Vous voyez, non, c'est l'ordinateur. Ouais, non, mais. Alors, alors, d'accord. Alors, donc, quel que soit votre il y a le mec, alors non, c'est 3. Moi, je dois appeler. voilà. Alors, ça, 150. Je suis en mathématiques. Fois ça. Alors, combien vous avez
Alors, je suis dans les cas. Voilà, ça va. Alors, par contre, alors, on en a parlé. Après, je vais peut-être bon, dans la question. Oups. Pourquoi virgule? C'est pas un virgule, c'est un fois. Attention, hein. Ouais. N'oubliez pas, mais ça on le dit depuis le début de l'année, hein. Quand je mets un point avec un 10 derrière, c'est une multiplication. Ah non. Non, parce que c'est 150 10 puissance 9 au carré. Mais on dit 10 puissance 9 au carré, ça fait 10 puissance 10, je suis d'accord avec vous. Mais vous-même, vous dites 150 au carré. Alors, je corrige la première question, puisque les questions 2 et 3, si vous avez regardé l'exercice, c'est la même formule, la même méthode. Donc, comme d'habitude, et on ne l'oublie pas, on applique la relation. Après, je vous l'ai dit, la force exercée par A sur B, je la personnalise, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai la force exercée par le Soleil sur la Terre. Autrement dit, le Soleil, c'est A et la Terre, c'est B. Je vais faire simple, je vais appeler le Soleil S et la Terre T. Ce qui fait que ma formule, c'est force exercée par le Soleil sur la Terre, c'est G fois masse du Soleil, masse de la Terre, sur la distance Soleil-Terre au carré. Ça, c'est ma formule. Ensuite, on prend les valeurs numériques que je vous ai données, c'est-à-dire le 6,67 10 puissance moins 11, que multiplie pour le Soleil 2 10 puissance 30, que multiplie pour la Terre 6 10 puissance 24, que divise, et je le répète parce que je vous en ai parlé à plusieurs d'entre vous, je n'ai pas eu le temps de le dire à tout le monde, on n'oublie pas de mettre les kilomètres en mètres. Donc que divise 150 millions de kilomètres fois 1000 mètres. Et, alors je termine, puis je vous donne la parole après. Si vous n'avez pas fait d'erreur de calculatrice, ça donne en gros 3,5, 10 puissance 22 newtons, si je mets qu'un seul chiffre après la virgule. C'était la question, monsieur Sen? Alors, oui, vous pouvez écrire 10 puissance 9 directement, il n'y a pas de problème. Et si vous êtes vraiment très matheux, vous pouvez même écrire 1,5 10 puissance 11 directement. Voilà. C'est long d'être aussi bruyant. Pardon? Alors, oui, assez facilement, et on verra ça en terminale. C'est-à-dire qu'en terminale, on fait une étude des mouvements de rotation, et en étudiant les mouvements de rotation, on peut réduire la masse du Soleil. C'est comme ça qu'on en étudie la masse du Soleil, la masse de la Terre, la masse de la Lune, etc. Donc, on fait la masse du Soleil en étudiant finalement les mouvements du Soleil. Oui? Non? Ça fait des kilomètres. Bon, on continuera ça la semaine prochaine. Qui est-ce qui a dit qu'il ne serait pas là la semaine prochaine? On est bien d'accord, vous serez tous là la semaine prochaine. Mais derrière votre écran. Ah. D'accord, monsieur Will? Au revoir.
Comme on a fait avec les la même structure, c'est un festival. Au revoir. Oui, voilà. Du coup, il sert entre. Attends, mais il a Au revoir. 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 Bah, je suis désolée, mais ça va. Vous en faites des bruits, mademoiselle? Oups, j'ai oublié d'éteindre.